Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et le nom à moi, c'est Dr Bissele Rivol. Je suis économiste de recherche et je suis là pour vous aider, pour vous orienter dans la formation en ligne. Donc, c'est une formation qui est très importante pour toute personne qui aimerait avoir une info, soit en économie, en éducation, en psychologie, en sociologie, etc. Le premier cours que nous allons dispenser, c'est un cours l'intelligence artificielle. Normalement, nous vivons dans un monde où la technologie, l'innovation, c'est la mère de toutes les choses. Pour aller plus loin dans le rapport que j'ai avec la science, nous aimerons présenter ce document qui intitulé Introduction à l'intelligence artificielle. Pour parler de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait référence avec cette intelligence-là, comme Albert Einstein, John Maynard Keynes, etc., qui ont beaucoup parlé de l'économie artificielle, de l'intelligence artificielle. Par définition, nous savons en partie que la connaissance sur l'intelligence artificielle, c'est un moyen sûr et convenable pour aider un système technologique, un système humain de percevoir la réalité des choses. L'intelligence artificielle fixe son objectif sur la modélisation de l'intelligence en soi, en prenant comme référence les phénomènes, c'est-à-dire que la physique, la chimie, la biologie, etc., qui pourront vraiment donner une orientation des choses. Nous pouvons entrer dans les vifs de la matière en parlant du test de Turing. Ce test a pris l'initiative en 1950. Par exemple, nous pouvons considérer 3 jouets, homme, femme, ou du moins femme, homme. L'homme doit être au centre de toutes les activités. C'est pour cette raison-là, le test de Turing a dit que pour rentrer en communication avec la réalité des choses, nous devons poser des questions. Par exemple, si on faisait jouer le rôle de A à une machine, est-ce que C se tromperait aussi souvent? Donc, par conséquent, les machines sont-elles capables de penser? Ça, c'est l'importance même de l'intelligence artificielle. Donc, pour entrer en ce que dit l'auteur, la machine a un cerveau. Pour faire la programmation de la machine, nous devons avoir des humains pour faire cette programmation-là. C'est pour cette raison l'intelligence artificielle demande une orientation des hommes et des femmes capables d'orienter la matière. Le comportement de la machine est indispensable et indiscutable de celui d'un humain. Donc, c'est dans cette optique-là, vous pouvez voir la machine est une conclusion de l'intelligence des hommes. Prenons le cas de la chambre chinoise, qui est intitulée par Max Branch en 1980. Donc, il y a un professeur de philosophie de Berkeley
c'est un homme qui est doué de connaissances dans la matière. John Seale est enfermé dans une pièce en communiquant avec l'extérieur, seulement par un guichet et contenant un gros livre dans lequel on a écrit une succession de questions et de réponses pertinentes à ce que dit les Chinois. S'il précise qu'il ne connaît rien au chinois et que l'anglais est sa langue maternelle. Prenons le cas, un auteur qui aimerait faire une expérience dans les bastions de la Chine et pourtant ils ne savent pas comment dire un mot en chinois. Sa langue préférée, sa langue maternelle est l'anglaise. Donc, nous allons voir comment l'intelligence artificielle a une importance capitale dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour cette raison, Seale, qui a fait son expérience, a transmis un message par un guichet, bien entendu. C'est-à-dire par des connotations, des codes. S'il répond directement en chinois, il est obligé de consulter des livres jusqu'à trouver une question identique au message. C'est-à-dire que il devrait faire véhiculer un message. C'est pour cette raison-là que l'importance de la connaissance artificielle, l'importance de l'intelligence artificielle joue un rôle important dans le monde millénaire que nous sommes. Prenons le cas de deux écoles. La première école a fait une expérience avec une intelligence artificielle, comment le comportement des êtres humains pourrait affecter une communauté par l'intelligence artificielle. Ça, c'est le paradigme de la première école. Le paradigme de la seconde école porte l'accent sur la modélisation du fonctionnement même de l'être humain. Par exemple, des fois, quand vous allez dans un nightclub, ou du moins si vous allez dans un parc, ou du moins olympique, etc., vous pouvez trouver des cas similaires. Par exemple, le jeu d'échecs. Prenons le cas. On va essayer d'obtenir un programme efficace pour les jeux d'échecs. Peu importe que la machine fasse des calculs inacceptables à l'homme, on devrait explorer certaines des millions ou milliards de positions à la seconde. C'est pour cette raison-là, l'homme, des fois, joue aux échecs. Pour cela, nous avons interviewé des experts, des maîtres, des cadres dans la matière pour régler cette affaire. C'est-à-dire que tenter d'occuper les centres, de dominer des couleurs de cases dans le jeu des échecs. Est-ce que normalement le programme que nous sommes en train de mettre sur pied avec les jeux d'échecs, est-ce que ça pourrait être validé réellement l'approche de la préhistorique? La préhistoire de 1955 et 1955 portant sur la traduction du langage
en se rapportant sur les problèmes de représentation et d'extraction des connaissances et problèmes de rédaction générique. Par exemple, quand vous êtes rentré dans la littérature, vous pouvez voir l'intelligence artificielle est un moyen sine qua non pour faire le cinéma des science-fiction. Prenons le cas des films Odyssée 2001 et Kubrick, intelligence artificielle de Spielberg. C'est là on va faire l'apparition du mot robot. Vers l'année 1923. Dans la pièce de théâtre RUR, qui est Rossum's Universal Robots, écrit par Karel Capet. En 1950, Isaac Asimov, auteur de science-fiction avec un background scientifique, propose ces 3 lois de la robotique. Si nous vivons actuellement dans un monde en pleine expansion, c'est-à-dire que c'est la technologie, c'est l'innovation qui commande, nous devrions savoir la place des robots dans la science, dans l'activité humaine, dans le monde entier. C'est pour cette raison-là, si vous faites l'éducation, l'économie, la sociologie, la psychologie, etc., vous devrez en quelque sorte mettre l'accent sur la connaissance artificielle ou du moins l'intelligence artificielle. Par exemple, un robot, c'est une programmation. Un robot a un cerveau. Un robot doit préserver sa propre existence, sauf si cela contredit aux 2 premières lois que nous citons précédemment. Le terme intelligence artificielle est apparu en 1956 à la rencontre de Minsky, McCarthy, Newell et Simon au collège de Dartmouth, New Hampshire, USA, États-Unis d'Amérique. Époque de l'enthousiasme absolu par Simon en 1958. En moins de 10 ans, un programme d'échecs arrivera au niveau d'un champion du monde et qu'un programme de démonstration automatique des théorèmes découvrir un théorème mathématique. Parce que tous les calculs robotiques se font sur la base des mathématiques. C'est la première des choses que vous devriez savoir. Parce qu'il y a un calcul, il y a une mesure pour faire avancer le monde artificiel qui n'est rien d'autre l'intelligence artificielle. Élysée est construit au Massachusetts International Technology en 1965, un système d'intelligence qui dialogue en anglais et qui joue un rôle de la psychothérapeute. Pour paraphraser, le système Elisa de Joseph Weizenbaum au Massachusetts International Technology, en repérant des expressions clés dans des phrases et en reconstruisant à partir d'elles des phrases toutes faites, était capable, dès 1965, de dialoguer en langage naturel en trompant un moment des interlocuteurs
qui croyait avoir affaire à un psychologue humain. Ça, c'est un système qu'on a essayé de développer en 1965. Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? On avait prévu de faire le traitement du langage naturel, c'est-à-dire le langage corporel. J'ai vu un homme sur la colline avec des jumelles. Le professeur envoya l'élève chez le directeur parce qu'il voulait lui lancer des boulettes à la figure. Et puis, après un temps, on a remarqué que le professeur avait un problème indirect avec l'élève via son tempérament. D'accord? Les systèmes experts parmi lesquels nous avons travaillé pas mal d'années, par exemple, prenons des cas périodiques. En 1969, Dendral analyse des résultats d'une spectrographie des masses. C'est le premier constat. En 1967, Maxuna avait essayé de mettre un logiciel de calcul formel. Par la suite, en 1977, Maxine a essayé de mettre un système pour contrôler des maladies infectieuses. L'intelligence artificielle vers l'année 1980 s'est focalisée sur des théories et des techniques permettant de réaliser l'intelligence individuelle. C'est-à-dire que on devrait mettre ensemble une pléthore d'individus sous la base des concepts de réflexion pour pouvoir tirer une conclusion. Vers l'année 1990, entre 2000, l'avènement d'Internet a ouvert la voie au partage et à la communication de la connaissance. C'est pour cette raison-là que nous avons fait une apparition avec l'économie florissante et l'économie verte et l'économie de la connaissance, l'économie circulaire. Tout ça, quand vous êtes dans l'agronomie, dans l'écosystème, l'écologie, dans la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, l'éducation, vous devriez faire en quelque sorte l'appel à l'Internet, la technologie, l'innovation, qui sont vraiment la base importante de l'intelligence artificielle. Il y a des questions que nous devrions poser. Comment organiser et traiter ces gigantesques masses d'informations? C'est la première des choses. Parce que autant de fois que le monde augmente, c'est autant de fois il y a beaucoup d'informations. Est-ce qu'une personne tierce pourrait gérer toutes les informations? Non. C'est un système, c'est un cerveau artificiel qui pourrait gérer tout ça. C'est pour cette raison-là, quel que soit, vous faites la médecine, vous faites la sociologie, vous faites génie civil, l'agronomie, vous devrez savoir que la connaissance artificielle est importante, l'intelligence artificielle est importante. Comment extraire les connaissances pertinentes pour les problèmes posés? C'est ça que la connaissance artificielle, l'intelligence artificielle gère de cette manière. C'est pour cette raison il y a beaucoup d'inventions actuellement dans le monde avec Google, WhatsApp, et Twitter, etc. font des inventions sur les systèmes de l'information et les systèmes de la communication pour véhiculer le plus rapide possible l'information.
Vers l'année 1995, il y a un système automatique de vision Alvin de Carnegie qui était vraiment un élément important de Mellon University qui a permis la conduite automatique des véhicules. Le nom de cette application, c'est NavLab 5 de Petersburg à San Diego, pendant que les opérateurs humains s'occupaient du frein et de l'accélérateur, mais l'auteur a créé une application pour cette transformation, d'où l'importance de l'intelligence artificielle. Dans les années 2000, l'acquisition des connaissances a permis quant à elle la création d'ontologies de diverses natures. Lorsqu'on parle d'ontologie, c'est la science des êtres. D'accord? Citons par exemple Unified Medical Language System. Succès du traitement du langage naturel, par exemple par WordNet, est une base de données lexicales en anglais qui traite certaines connaissances dans un sens commun. Par ailleurs, il y a diverses recommandations que nous pourrions en quelque sorte faire avec les produits ou services sur le web. Par exemple, les films, les livres, les cours, les restaurants, voyages, trajets d'automobile ou métro, ce sont des choses à améliorer par l'intelligence artificielle. Il y a d'autres champs à explorer, mais nous visons ces champs-là. Ce que nous venons de dire, ils sont tous basés sur la technique d'intelligence artificielle comme le raisonnement à base K. Par exemple, comme le filtrage des contenus, le filtrage des collaborations, etc. Wakamaru, robot développé par Mitsubishi Heavy Industries, est doté de la parole, est principalement conçu pour veiller sur les personnes âgées. Ça, c'est une application que l'auteur a créée. Et cette application-là est destinée à s'insérer dans la vie familiale de tout un chacun. Par exemple, dans la mission, quand ils sont à l'hôpital ou du moins au service de santé. Nous allons en quelque sorte parler sur les domaines de l'intelligence artificielle. Le premier système expert est basé sur la médecine, l'analyse financière, la configuration d'appareils, la tâche de diagnostic, de surveillance, de dépannage, d'installation industrielle. Ce sont ces domaines que nous avons explorés dans la matière. Par exemple, dans le cas de robotique et FAO, fabrication assistée par ordinateur, introduction de robots qui acquièrent l'information à l'aide de capteurs ou des caméras afin de se mouvoir dans des environnements diversifiés, ça c'est un aspect scientifique. Reconnaissance des formes, tout ça font partie de l'intelligence artificielle. Reconnaissance de la parole, de l'image, de l'écriture, etc. IBM utilise une interférence auditive qui reconnaît 20 000 mots en anglais tirés du vocabulaire des affaires et qui les écrit à l'écran. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. L'émotion artificielle qui venait avec les travaux de Rosaline Picard sur l'émotion, etc. Ce sont des travaux très très importants pour la science. Prenons le cas
des domaines de recherche. Par exemple, il y a des machines d'apprentissage. C'est un processus donne à un agent des capacités d'effectuer des tâches qui ne pouvaient pas l'être auparavant ou d'effectuer de façon plus efficace, plus rapidement. Si vous voyez les robots qui travaillent, ils travaillent avec rapidité. Le travail, quand vous allez dans les compagnies Toyota, Ford, vous allez voir les travaux des robots. Ils travaillent avec rapidité, avec efficacité, avec exactitude. C'est intéressant. Oh. Par exemple, nous pouvons rentrer dans le monde multimédia. Si vous voyez l'ère de la technologie, l'accroissement des plateformes scientifiques au niveau d'Internet, la manière de digitaliser les systèmes bancaires, les systèmes d'information, tout ça fait partie de l'intelligence artificielle qui importe beaucoup de ressources en multimédia. Sur les web, database, data mining. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve actuellement dans le monde multimédia que l'intelligence artificielle qui donne l'orientation. Quelles sont les applications que nous pouvons voir dans l'intelligence artificielle? La première application que nous pouvons voir, c'est le diagnostic médical. Il y a l'intelligence artificielle qui est là pour les diagnostics artificiels, comme la thérapie, la surveillance d'appareils, etc. Il y a la synthèse des images, vision par ordinateur, radiologie, radiographie, etc. Tout ça font partie de l'intelligence artificielle. Il y a la classification naturelle, comme la biologie, minéralogie, etc. Il y a la planification des tâches, prédiction financière et estimation. Tout ça font partie de l'intelligence artificielle. Il y a l'architecture, la conception assistée par ordinateur, AutoCAD, etc. Tout ça font partie de l'intelligence artificielle. Et enfin, la détection des pannes, Sherlock pour les avions, F16 pour les automobiles, etc. Pour l'éducation, il y a un système de tutoriels intelligent, il y a e-learning, application en ligne, apprentissage en ligne, il y a génie, vérification des règles, des designs, il y a la prospection des géologies, comme les gisements des mines, etc. Il y a les centrales nucléaires, donc le feu des forêts, système à temps réel. Les centrales nucléaires sont très importantes dans le monde que nous sommes aujourd'hui, dans le monde artificiel qui n'est rien d'autre l'intelligence artificielle. Il y a la simulation et par la programmation des capteurs, c'est-à-dire des bombardiers, etc., des jeux de vidéo. Tout ça fait partie de l'intelligence artificielle. Quels sont les types de raisonnements que nous pouvons adopter ou du moins aborder dans l'intelligence artificielle? Le raisonnement est un enchaînement par explication, d'énoncés ou de représentations symboliques conduits en fonction d'un but. Démontrer, convaincre, élucider, interpréter, décider, justifier, expliquer, en général non linéaire, retour en arrière comme la démarche humaine. Par exemple, pour le raisonnement artificiel, il y a le raisonnement formel, il y a le raisonnement procédural, il y a le raisonnement par analogie, il y a le raisonnement par généralisation et abstraction, il y a le raisonnement géométrique. Pour le raisonnement formel, nous pouvons voir, il y a
Dans le raisonnement formel, nous avons par conséquent les raisonnements logiques, les raisonnements approximatifs et les raisonnements temporels. C'est ça qui importe. Pour les raisonnements procéduraux, nous pouvons voir les raisonnements algorithmes, automates, d'état fini, par des modèles de transformation et d'indication. Il y a raisonnement par analogie, ce sont des cas de simulation et autres. Il y a raisonnement par généralisation. Généralisation, c'est le raisonnement qui base sur l'induction, sur l'intuit, sur ce qui est inné. Il y a le raisonnement géométrique, c'est un raisonnement d'image, c'est la reconnaissance des formes, localisation d'objets et vision par ordinateur. Problématique de l'acquisition des connaissances. En partie, les connaissances d'un expert sont toujours subjectives, voire même difficiles. Les formalismes utilisés pour la représentation des connaissances ne permettent pas un bon niveau d'abstraction et restent liés à l'implantation. C'est pour cette raison-là que vous devez être très explicite dans la matière. Par exemple, vous pouvez poser la question comment organiser les connaissances en vue de les traiter. Parce que vous pouvez avoir de la connaissance, c'est la façon, la manière dont vous traitez l'information, c'est ça qui importe. Par exemple, je me souviens quand j'étais en Afrique, du côté Sénégal, j'avais un professeur très calé, très doué dans la matière, c'est un expert qui était vraiment bon. Il répond aux normes scientifiques, il était conseiller du président Macky Sall et c'est mon tuteur jusqu'à présent, c'est lui qui m'oriente et il fait toujours son cours de méthodologie de recherche. Mais quand il fait son cours de méthodologie de recherche, personne dans la classe ne pourrait comprendre ses cours. Et pourtant, c'est un homme très très doué. Il y a des fois, les étudiants partent au niveau du CANA pour déposer les doléances. Et puis on a dit, un expert comme lui, on ne pourrait pas lui expulser ou du moins lui écarter parce que lui, il a sa manière de faire. Parce que cette personne-là dans l'institution, c'est un poids. C'est un point fort pour l'institution. Et on n'a pas écouté les étudiants. Et pourtant, quand vous allez voir le contexte du professeur, il a fait beaucoup d'expérience, il a beaucoup de connaissances, mais il ne pourrait pas véhiculer, faire comprendre aux autres sa connaissance.